IMO Week, le podcast spécial MIPIM 2023, en direct du Palais des Festivals de Cannes. Bonjour, Simon Gauchot, vous êtes directeur des acquisitions chez Kissrem. Est-ce que vous pouvez rappeler la mission de votre groupe ? Bonjour, donc Kissrem, c'est une société de gestion qui a été créée il y a 12 ans de cela par deux fondateurs qui sont encore aujourd'hui aux manettes de l'entreprise et qui a trois grandes stratégies aujourd'hui, qui sont évidemment des stratégies immobilières. Une qui est une stratégie de fonds de détention long terme. On a développé également des stratégies value-add très récemment sur la partie immobilier tertiaire parisien et également des stratégies de private equity à travers la prise de participation dans des fonds de commerce hôteliers. Et on a lancé cette année deux nouveaux fonds dont on aura l'occasion de parler ensuite, qui sont un fonds d'UC d'assurance vie et un fonds qui développe des opérations en murs et fonds de commerce. Pour revenir un peu sur le bilan de l'année 2022, quelles sont les acquisitions qui ont marqué justement cette année et quel bilan global en tirez-vous ? Alors 2022 pour nous ça a été une année assez importante. On a pris des positions assez fortes sur nos marchés historiques puisqu'on est principalement un acteur régional en France et ce depuis le début, c'est pas un effet de mode pour nous. Et on s'est positionné à la fois sur des actifs très corps, puisqu'on a acheté le siège du Crédit du Nord à Lille, en plein centre de Lille, un actif historique de 13 000 m², mais aussi sur des zones en développement et en devenir, à travers deux acquisitions. La première qui est une ancienne halle de réparation des trains de la SNCF, située également dans le Nord, sur lequel on fait une opération mixte, avec une ferme urbaine, une brasserie locale et un espace sportif, mais aussi à travers l'acquisition du premier immeuble de la zone dite Rénale, qui est le développement de la future zone tertiaire logement et commerce au pied de la future gare TGV de Toulouse, marquant quand même encore une fois notre envie, notre volonté de nous placer sur ces zones qui sont mixtes, mais qui sont également en centre-ville de région et sur lesquelles on attache autant d'importance à l'aspect tertiaire, mais aussi qu'à l'aspect habitation et commerce. Et concernant la partie du logement, pourquoi la classe d'actifs du co-living connaît un intérêt grandissant auprès de certains investisseurs ? Et pensez-vous que ça peut être une réponse, que ça puisse apporter une réponse à la crise actuelle du logement ? Alors la réponse est un petit peu dans la question. Évidemment, le logement en France connaît une crise à la fois de qualité mais aussi de prix qu'on connaît tous. On a tous autour de nous des gens qui ont des difficultés à se loger, particulièrement dans les grandes villes, dans les grandes métropoles, avec en plus une problématique de gestion de flux. Le co-living, il apporte deux réponses principales à ça. C'est qu'il permet d'écouler du stock de logements qui serait aujourd'hui non écoulable, particulièrement sur des immeubles neufs qui ont été construits il y a 1 an et sur lesquels les grands appartements ont du mal à être cédés. Mais aussi, il apporte une réponse de flexibilité pour l'utilisateur, parce qu'aujourd'hui, on peut travailler à Paris, vivre à Bordeaux et repartir à Marseille ensuite. Et le co-living permet, quand on se déplace de cette manière-là, d'avoir un cadre de vie qui soit agréable avec des gens avec lesquels on puisse partager des choses. Et le dernier sujet, c'est que le co-living pour l'investisseur institutionnel, il offre la capacité d'aller sur de l'actif de logement avec une gestion de type soit mandat de gestion, soit bail, mais qui se rapproche de ce qu'on a l'habitude de voir sur de la résidence gérée ou voir sur du bureau. Justement, quelle est la répartition de votre portefeuille ? Vous l'avez évoqué tout à l'heure que vous gériez plusieurs classes d'actifs. Tout à fait. Et comment a-t-elle évolué au cours des dernières années ? Alors, on a aujourd'hui, nous, une répartition de classes d'actifs qui fonctionne à peu près un tiers en valeur. Je dis en valeur, c'est important parce que le bureau a toujours un poids un peu plus important en termes de valeur métrique, mais en volume, on a une répartition qui est plus diluée. Aujourd'hui, on a un tiers de bureau, un tiers d'hospitality au sens large, couvrant le logement et le logement géré, et un tiers de commerce. En revanche, quand on regarde en mètres carrés, on est plutôt à 25% sur le bureau et 35% sur le reste. Ça a forcément un impact aujourd'hui. On voit bien que le bureau, c'est plus forcément la solution qui est privilégiée par tous les investisseurs. Il y a des questions qui se posent sur l'utilisation du bureau. Il y a des questions qui se posent sur la manière dont on vit, la manière dont on travaille. Et on pense que la mixité apporte les réponses à ça. Et aujourd'hui, se poser la question d'une classe d'actifs typique, pourquoi pas, mais on pense que la meilleure réponse à tout ça, c'est plutôt de regarder quelle mixité on donne à nos ensembles et dans quels espaces on les inscrit, avec justement des services qui permettent aux gens de pouvoir s'installer et vivre durablement. Vous avez récemment lancé l'unité de compte sélection de vie qui est déjà labellisée ISR. En quoi cette nouvelle offre est représentative justement de votre vision de l'immobilier de demain ? Alors l'unité, en effet, le fonds qui sélection vie, qui est une unité de compte en assurance vie et labellisé ISR, je précise comme tous nos fonds. Alors c'est quand même important pour nous parce qu'on parle d'immobilier de demain justement. L'ISR, ça reste quelque chose d'assez déclaratif,
chacun s'impose sa propre grille et décide de ce qu'il met dedans. Donc ça peut vouloir un peu dire tout et n'importe quoi, il faut faire assez attention à ça. Nous, on applique la même grille à tous nos fonds déjà, pour avoir une vraie forme de cohérence, et on est assez exigeant pour être assez transparent, ce qui facilite pas mon métier de tous les jours, mais on est assez exigeant sur la manière dont on envisage l'ISR. L'ISR, c'est l'expression des critères ESG. C'est pas que l'environnement, c'est aussi le social, c'est aussi la manière dont on traite nos actifs. Je vous parlais de mixité encore tout à l'heure. C'est notre capacité à aller installer des tiers-lieux avec des loyers totalement variables sur certains de nos sites, comme on l'a fait à Bordeaux. C'est la capacité d'aller mettre des fermes urbaines, encore une fois dans certains de nos sites, sans loyer, parce qu'on pense que c'est ce qui crée la richesse de l'immobilier. Et c'est un petit peu ce qu'on va retrouver dans notre manière de voir les choses. Pour nous, l'immobilier, historiquement, c'est pas que des murs, c'est de l'usage. Et c'est vraiment ce qui aujourd'hui a de l'importance. On le voit puisqu'en plus de ce fonds, on lance, comme je vous l'avais dit, un nouveau fonds dont l'objectif est de ne travailler l'immobilier qu'à travers son usage. Donc on sera sur du mur et fond, en hôtelier évidemment, mais aussi en coworking et en co-living, avec un objectif d'un contrat de management qui va permettre, à travers sa flexibilité, d'aller tirer le meilleur de l'actif et de valoriser son usage et pas uniquement sa localisation ou son bâti. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler quelques projets justement en cours d'acquisition, et quel est le reste des objectifs pour l'année? Aujourd'hui, nos objectifs d'acquisition se situent entre 4 et 500 millions d'euros. Sur le volant de l'année, évidemment principalement en région, mais aussi en Ile-de-France si on arrive à prendre des positions, et en Europe puisqu'on a également une implantation européenne, beaucoup sur de l'hôtelier. Ça, ce chiffre varie en fonction de la capacité à se leverager. En ce moment, on connaît les difficultés qu'on peut rencontrer, donc c'est pour ça que je vous donne cette fourchette. Sur des projets d'acquisition en cours, on est en train de regarder des acquisitions à Bordeaux, à Lyon en ce moment, à Lisbonne également, sur des projets quasi uniquement mixtes, sur lesquels à chaque fois on a une partie bureau, une partie logement, une partie commerce, dans des zones plutôt centrales, plutôt bien implantées, sur des tickets qui vont aussi de 5 à 50 millions d'euros. On a été très actifs en début d'année, on est une petite structure, donc on bénéficie de notre agilité. On n'a pas attendu, on n'a pas été dans l'attentisme, on s'est beaucoup positionné, on a visité, on a envoyé des courriers, on a pris des positions, et ces positions, elles se sont traduites par la volonté chez Keys de déterminer ce qui était une valeur d'atterrissage fin 2023, de se faire des convictions et d'aller les défendre auprès du marché. Et on a été plutôt bien reçus du coup de ce côté-là, donc on en est plutôt satisfait, et on espère que l'année nous donnera raison. Pour conclure, je vais vous poser la traditionnelle question qu'on pose à tous nos intervenants. Qu'attendez-vous de cette édition 2023 du MIPIM? Alors un petit peu comme tout le monde, on attend le beau temps quand on vient de Paris. C'est plutôt réussi pour l'instant, donc on est plutôt satisfait de ce côté-là. Ce qui est important, c'est qu'on a basculé, on a un petit peu changé de paradigme en immobilier. Donc ce que nous, on attend aujourd'hui de ce MIPIM, c'est d'être sûr et de voir comment les gens et comment les investisseurs, utilisateurs, promoteurs et acteurs du monde de l'immobilier anticipent les mois à venir, et quels outils, quelles actions ils mettent en place pour la correction qui est nécessaire. Comme je vous l'ai dit, nous on a été assez actifs, on a constaté, des gens ont répondu positivement, plutôt des petites structures, les grosses structures sont restées très attentistes. Nous on est persuadés que l'attentisme c'est la pire des solutions. Donc moi j'attends de voir aujourd'hui, et c'est ce que je cherche dans ce MIPIM, des gens qui ont envie de faire. Alors, parfois il faudra se faire mal, parfois ce sera compliqué, mais qui au moins réfléchissent à des solutions et qu'on ne soit pas dans l'attentisme de dire je ne sais pas ce qui va se passer donc je ne fais rien. Donc j'espère que ce MIPIM donnera une vraie nouvelle impulsion. On sait que depuis le début de l'année ça a été difficile, beaucoup de gens ont attendu. Nous on attend une impulsion forte et un marché immobilier qui repart avec des bases saines, qui n'est plus un marché financiarisé, qui est un marché qui refait de l'immobilier, et on trouve ça plutôt positif. Merci beaucoup Simon Gauchot. Merci à vous, bonne journée. Imo Week, le podcast spécial MIPIM 2023, à retrouver sur imoweek.fr.